Pour commencer, on va parler de poissons. Et j'ai choisi un poisson que personnellement j'aime pas mal, qui est le marbré. C'est intéressant d'aimer le marbré parce que c'est un poisson qui a la chair très ferme et que localement les gens ne se battent pas pour l'acheter. Il est beaucoup moins cher que la dorade royale, mais moi c'est un poisson que j'aime, que localement on aime assez, mais que peut-être dans d'autres régions du monde on n'est pas aimé, il n'est pas aimé parce que c'est de ça que je veux vous parler. C'est que quand on parle de la mer ressource, de la mer qui peut nous nourrir, la mer qui peut nous apporter énormément de choses bonnes à manger, on pourrait nous imaginer dans quelques siècles ou dans quelques années en train de se nourrir de plancton, de toutes sortes de choses, on pourrait trouver des moyens, mais humainement, on a du mal à l'imaginer, parce qu'on a un petit problème, nous autres les humains, c'est qu'on est des êtres vivants comme les autres, mais on est des êtres éminemment culturels. Et le fait d'être des êtres éminemment culturels nous complique beaucoup la vie. Là, vous avez le schéma de l'océan nourricier pour un être vivant carnivore, on pourrait dire, ou piscivore, ou même il y a des algues, donc un être vivant qui pourrait être omnivore, qui n'aurait pas nos problèmes culturels. Éventuellement, votre chien, s'il n'avait pas la chance de vous avoir comme maître et qu'il n'était pas dans une société de consommation, qu'il a transformé presque en demi-humain parce qu'on fait attention à ce qu'on lui donne et qu'on ne lui donne pas tout ce qu'il pourrait manger, et qu'on lui donne des choses qui seraient mieux pour lui de ne pas manger, mais qu'on estime pour nous humains que c'est bon, donc que c'est bon pour lui. En effet, un animal qui évolue dans la mer ou qui se nourrirait de la mer, il n'aurait que deux problèmes. Il y aurait des choses qui seraient bonnes à manger, c'est cette flèche, et autour, il y aurait des choses où il ne faut pas aller parce que ça a peut-être bon goût. Il ne faut pas croire que les aliments qui vous empoisonnent sont nécessairement mauvais. Ils peuvent avoir un très bon goût, mais vous n'en mangerez qu'une fois. C'est pour ça qu'il faut les éviter. Et vous avez donc des aliments dans la mer, en fait des non-aliments, des produits que vous ne pourrez pas manger. Il y en a très peu, parce qu'il est évident que pour connaître ce qui est dangereux, il y a une connaissance, comme plus ou moins les sociétés. Donc c'est pour ça que quand je vous dis qu'il y a finalement très peu de choses qui sont toxiques dans la mer, ne vous amusez pas sans connaissance à essayer des choses, parce que vous n'aurez peut-être pas de chance et vous tomberiez sur la mauvaise chose, même s'il y en a très peu, qui pourrait vous rendre très malade ou vous tuer. Alors, il y a des poissons qui arrivent à sécréter une toxine qui les rend dangereux pour l'homme. Et il y a un cas très connu, qui est le fugu des Japonais, et on va voir que le poisson d'élevage, il peut être vraiment meilleur d'un point de vue, idéal qu'un poisson sauvage, parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire du fugu d'élevage. Et c'est un fugu d'élevage qui, comme il n'a pas accès à cette algue-là, n'a pas cette toxicité. Si nous, les êtres humains, nous étions des gens normaux, on se dirait c'est génial, le fugu devient une ressource alimentaire. Mais si vous vous placez dans le système culturel japonais, où le seul intérêt du fugu est que quand vous en mangez, vous jouez avec la toxine, parce que comme vous le savez, les chefs ont un diplôme, doivent passer un diplôme pour travailler le fugu, mais ce diplôme ne signifie pas qu'ils sont experts dans l'art de quitter toute la toxine. Ce diplôme signifie qu'ils sont experts dans l'art de faire qu'on ne vous donnera que la dose de toxine que vous pouvez supporter comme être humain normal. C'est pour ça que si vous allez dans un restaurant japonais avec quelqu'un, le fugu coûte très cher, que la personne vous dit qu'elle n'aime pas le poisson cru, après que vous ayez commandé, n'essayez pas de manger les deux assiettes, vous pourriez en mourir. Par contre, aujourd'hui, au Japon, le problème est que le fugu d'élevage, vous le trouvez dans les restaurants beaucoup moins cher, parce que les gens disent, bon d'accord, c'est du fugu, mais il n'y a pas le risque de la toxine. Donc moi, humain, il ne m'intéresse pas parce que je ne joue plus avec ma mort, ne serait-ce que symboliquement. Donc vous voyez que le poisson d'élevage, des fois, il peut être même plus sain, mais trop sain à notre goût. Et alors, quand on a passé ce problème de ce qui peut nous tuer ou nous rendre très malades, on pourrait se dire, ça y est, là, on va s'amuser, on va pouvoir manger dans tout ce qui est bon. Mais non, parce qu'on est des humains, les êtres humains, je vous dis, on est des êtres culturels, donc on est des êtres très compliqués. Donc, dans tout ce que l'on peut manger, ensuite, la culture, elle va dire, vous avez le noyau central avec ce symbole assez explicite, on va pouvoir manger certaines choses, et tout le reste, on va mettre des sans interdits culturels. Des sans interdits qui peuvent être, on va le voir tout de suite, et le thème a été posé ce matin, des tabous, c'est-à-dire le tabou, c'est l'interdit, c'est-à-dire pour se rendre bien, c'est important quand on parle d'un tabou alimentaire, de se rendre compte de l'importance de quoi on parle. Quand on parle d'un tabou alimentaire, c'est-à-dire qu'on le met dans la même catégorie que la chair humaine. Chair humaine éminemment comestible en elle-même, mais que culturellement nous rejetons. Et toutes les cultures du monde sont d'accord pour le faire. C'est pareil, quand on dit tabou, c'est interdit de ce point de vue-là. Ça pourrait être mangé, mais on ne le mange pas. Et après, vous allez avoir des scrupules. Et les scrupules, ça peut être dans les générations un peu plus anciennes sur la côte basque, sur les algues. Ou sur la côte basque, avant de mettre les... Bon, on a nos amis qui sont arrivés, mais on va parler de notre ami qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a des Bretons dans la salle? Bon, les Bretons, vous connaissez l'orphie, l'aiguille. Il y a des endroits en Bretagne, les gens adorent manger. C'est un poisson très long. L'orphie, donc bellonné. Et ici, sur la côte basque,
quand ils l'apportent au marché, dans les pêcheries, personne n'en veut. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a les arêtes vertes. Elle a de très belles arêtes vert fluo à la cuisson. Et localement, on a un blocage là-dessus. Mais quand vous dites ça à des Bretons, ici, vous ne mangez pas l'ortie, moi j'ai des amis bretons qui m'ont dit, mais vous êtes fous. Ils sont fous, ces Basques. Pour une fois, on change. Ils sont fous, ces Basques. Vous n'aimez pas l'ortie alors que c'est excellent. Parce qu'on a un scrupule. Et le scrupule ici, c'est alerte. Les couleurs des arêtes ne me plaisent pas trop, le vert, alors que le vert fluo est une couleur fort sympathique en elle-même, mais culturellement, on a du mal. Donc, quand on est dans ces scrupules, dans ces tabous, on peut prendre quelques exemples précis. On a parlé du caractère sacré de l'océan pour les Polynésiens. Il faut voir que beaucoup de peuples dans le monde ont eu une relation particulière avec les requins, et notamment certains peuples, avec des peuples qui les ont mangés. Et nous, ici, il faut savoir que les pauvres à Biarritz et dans une grande partie du sud-ouest ont mangé beaucoup de requins, peut-être même plus qu'ils en voulaient à une époque. Parce que c'était vraiment un poisson pour les pauvres. Par contre, il y a des sociétés qui ont rejeté le requin comme tabou. Donc c'était surtout en Polynésie, et pas forcément parce qu'il mange l'homme. C'était, comme on vous l'a dit, il y a des raisons sacrées compliquées. Et il y a d'autres pays où, comme il était sacré, d'autres parties du monde, et ça c'est vrai pour le premier peuple qui habitait la région de Lima, eux c'était un peu le contraire, ils ne le mangeaient que dans le cadre d'un rituel très particulier qui accompagnait des sacrifices humains. On ne jetait pas la chair au requin, mais on mangeait du requin ce jour-là. Donc on était sur des mythes sans doute de renouvellement, des choses comme ça. Donc vous avez des possibilités différentes qui font que dans certaines cultures, un aliment va être tabou ou non. Ensuite, dans les rejets, donc vous avez en fond de laitue marine, de la laitue de mer, cette algue très commune sur la côte basque. Il faut savoir qu'à peu près personne n'en mange ici. Qui en mange? Qui va ramasser les algues pour manger ici? Très peu de gens. Et il faut savoir que ça a toujours été comme ça. C'est un peu une spécificité de nous par rapport à d'autres parties de l'Europe même, où des gens, alors souvent poussés par la pauvreté, avaient une facilité à manger des algues. Et vous le savez très bien, il y a beaucoup de parties dans le monde, du monde où on mange culturellement les algues. On peut penser, on pense toujours au Japon, mais il faut penser au Chili. Vous avez une culture de l'algue assez marquée. Vous avez toute cette relation avec l'algue qu'ici on n'a pas développée. Et depuis le 19e, vous avez des gens sur la côte basque qui disent les algues, cette algue-là en particulier, elle serait excellente, mais personne n'en mange. C'est un fait culturel qui a fait qu'on n'a pas voulu en manger. Et ensuite, on avait la baudroie, que des fois on vous vend, c'est la queue de lotte, parce que déjà, baudroie, il y en a qui trouvent que le nom, ça ne fait pas très vendeur, donc on nous a habitués à dire que c'était la lotte, en oubliant totalement la lotte de poisson de rivière qui a presque disparu, parce que c'est aussi des problèmes. La pollution, ce n'est pas que pour la mer. La lotte, elle avait un défaut dans nos cultures françaises et dans certaines cultures, on verra, je vais vous donner un exemple précis en Norvège, c'est que c'était un poisson que les gens trouvaient moche. Le diable de mer, avec sa grande bouche, faisait peur, était moche. Donc, très tôt en France, on a eu l'idée pour pouvoir la manger, il a fallu la porter sur le marché, on a des témoignages dès le XVIIIe siècle, sans la tête. Et c'est pour ça qu'on a le culte de la queue de lotte aujourd'hui, mais essayez de voir une tête de lotte si vous n'allez pas directement aux pêcheries. Peut-être à Halloween ils essaieront, mais c'est les gens ont un blocage culturel. Les gens vous disent ce poisson est moche, je ne veux pas en manger. Alors ça pourrait paraître un problème, on pourrait dire, de la postmodernité, mais il faut savoir que très tôt des sociétés traditionnelles l'ont classé dans la catégorie des poissons moches qui donc ne sont pas des nourritures. Donc vous voyez, on a cette relation assez compliquée avec tous ces aliments. Et alors dans le bon à manger, parce qu'il y a toujours ce problème du bon à manger, tout n'est pas bon pour tout le monde, on pourrait dire. Et vous avez toute une hiérarchie. Et donc, une hiérarchie ici qui serait une hiérarchie valable à Biarritz il y a 200 ans et presque encore valable aujourd'hui, vous avez des poissons qui sont le top du top. Celui que le pêcheur ne va jamais manger, qui est trop bon à vendre. Parce qu'en gros, vous avez ça, d'un point de vue de pêcheur. Vous avez le poisson bon à manger et le poisson bon à vendre. C'est le turbo. Turbo indétrônable, turbo roi des mers. Ensuite, vous avez les poissons au milieu, là, ils ont de la chance, ils sont restés dans l'eau, comme le taco, qui sont des poissons pour le consommateur, on pourrait dire lambda, voire pour le pauvre, on descend. Et après, vous avez les poissons qui ne sont bons à manger que pour celui qui les pêche, ou alors pour le type très très pauvre qui n'a pas les moyens d'acheter autre chose. Et là, vous avez un cas qui est assez intéressant, c'est le cas de la bogue. La bogue qui ici en Pays Basque a toujours été négligée, qui dans d'autres parties du monde, notamment en Grèce. En Grèce, vous voyez des bogues à 15 € le kilo aujourd'hui. C'est un poisson qui n'est pas négligeable, alors qu'ici, quand on l'apporte au marché, vous la trouvez à moins de 5 €. Et c'est un poisson qui culturellement n'a jamais pris ici. Et donc, quand on parle de ces problèmes, il faut voir que quand on dit qu'un poisson est bon à manger, je vais vous dire oui, mais comment il est bon à manger? Là, vous avez l'exemple du thon.
Alors je pense que certains d'entre vous sont des adeptes du sashimi, qui est arrivé ici il n'y a même pas 20 ans qu'on s'est mis à faire du sashimi sur la côte basque, preuve que le marché n'était pas très ouvert. Et vous avez soit le thon cuit à l'eau, le marmitako, soit vous avez le thon grillé, soit vous avez le thon mariné. Il y a toute une série de possibilités de transformation du poisson qui font qu'on va l'accepter ou non. Et je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui sont des fans du thon. Si je leur propose un sashimi de thon, ils vont me dire une tranche peut-être, et deux, ils vont demander de le poêler. Ce serait mon cas, ça m'est déjà arrivé. Ma soeur, on avait acheté beaucoup de sashimi, je lui ai dit, bon, j'en mange deux, mais après, je me le poêle. Et je me suis régalé. Mais c'est parce qu'on a des relations différentes au cru, au cuit, donc culturellement, on a des créations différentes. Et il faut voir que quand même, les choses peuvent évoluer. Et on a parlé des algues, là vous avez des algues, c'est en Argentine, c'est encore plus amusant parce que l'Argentine pendant très longtemps elle a complètement ignoré les produits de la mer. Et là maintenant on se met à manger des algues dans des restaurants populaires, les modes évoluent. Et sur la côte basque maintenant, la salade du pêcheur bio, aux algues, des choses comme ça prend, c'est des choses qui se font. Il faut voir aussi qu'il y a des aliments qu'on va abandonner, c'est le cas de la baleine à Biarritz. La baleine, non seulement parce qu'elle est partie, mais il y a un moment, les gens ne la consommaient plus. Il y a un moment où on a arrêté de la consommer. C'est devenu un produit industriel pour faire de l'huile de baleine, mais on avait arrêté de la consommer. Et vous avez ici le cas de la baliste, qui, elle, est un peu un cas différent. On a parlé avant des changements dans le milieu. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de baliste, ou très peu dans le golfe de Gascogne, et maintenant on en trouve de plus en plus. Donc, il y a comme un marché, on pourrait dire, qui se crée. Elle rentre sur le marché, dans le paysage alimentaire. Et à partir de ce moment-là, elle va se trouver acceptée, elle va trouver un statut. Vous avez les dynamiques. Et sur le fond, un exemple qui est très net pour nous ici, c'est le cas de la crevette. Rappelez-vous la gambasse, parce que c'est le cas classique de la gambasse. La gambasse, il y a 20 ans ou 30 ans, quand c'était vraiment quelque chose de festif. Et aujourd'hui, grâce à l'élevage, les crevettes équatoriennes, vietnamiennes, tout ce que vous pouvez trouver en frais, qui ont complètement changé notre relation à la crevette. Donc il y a des facteurs de dynamisme. Et pour finir, dans les 10 dernières secondes du temps qui m'est imparti, j'avais choisi cette diapositive pour une conclusion assez sérieuse, qui était que quand on a cet exemple-là, donc du bar, là vous avez des barres de ligne, peut-être que dans 300 ans, ces barres de ligne, les gens diront « Berck, c'est du poisson sauvage, moi je veux du bar d'élevage ». Les choses peuvent évoluer. Peut-être qu'on dira que c'est le bar gris du golfe de Gascogne parce qu'une race de bar albinos, il y a le très beau bar albinos, aura été développé en Norvège et qu'il sera peut-être plus à la mode ou moins à la mode, on ne sait pas. Mais devant cette photo de bar, et vraiment pour finir, on m'a fait une allusion au rugby avant, je suis plutôt de cœur ciel et blanc, donc je vais vous faire une blague de très mauvais goût à Biarritz. C'est de dire que quand on est à Biarritz, aujourd'hui, ça va changer, le Yacht va rentrer, tout va changer, tout va rentrer dans l'ordre. C'est que derrière soi, quand on est à Biarritz aujourd'hui, on n'a que le loup. Ici, c'est le loup de mer, mais il y en a, c'est notre loup. Voilà.